8h15, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité sur Europe 1, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Bienvenue et bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Aux États-Unis, un scrutin contesté, c'est le scénario du pire? Écoutez, il est un peu trop tôt encore pour constater les résultats. Ce qui me frappe d'abord, c'est que c'est un vote historique. Historique par la tension que l'on a pu constater, mais historique aussi par l'ampleur de la participation. Les États-Unis, c'est une grande démocratie. Plus de 70% des Américains sont allés voter. C'est énorme. C'est un exemple d'ailleurs pour d'autres pays, ce qui montre l'importance de ce vote. Et puis il n'y a jamais eu autant d'Américains à voter. Le président qui sortira des urnes, c'est lui qui aura eu le plus de voix dans l'histoire des États-Unis. C'est un élément très très significatif. Pour le reste, c'est aux Américains de faire leur choix. Il faut que les comptages se poursuivent et que les institutions américaines valident le résultat. Pour l'instant, nous en sommes là. Nous en sommes là, mais déjà avec un Donald Trump qui conteste, qui demande un recomptage dans un premier état. Est-ce qu'il y a le risque d'une grave crise qui s'installe? Je souhaite que non, parce que je considère que les institutions américaines sont solides. Il y a déjà eu dans le passé des tensions sur des résultats et le fonctionnement des institutions a permis de juguler ces difficultés. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les États-Unis sont un État fédéral et donc dans chaque État, il y a des dispositifs particuliers et que la Cour suprême n'intervient qu'in fine si nécessaire. Moi, je fais confiance dans la valeur démocratique des États-Unis pour aboutir à un résultat qui soit reconnu par tous. Oui, confiance dans les valeurs démocratiques, mais il y a aussi les candidats et les âmes. Est-ce qu'il y a, monsieur le ministre, une inquiétude européenne, française, sur de possibles violences, voire des émeutes aux États-Unis? Malheureusement, ce ne serait pas la première fois. Non, nous souhaitons que les valeurs démocratiques l'emportent. Il n'y a pas de signe trop spectaculaire de menaces de tension et j'espère que le bon sens l'emportera et que les États-Unis auront bientôt un président des États-Unis reconnu par tous et reconnu d'abord par la population américaine. Ça, c'est très important. Reconnu par tous, c'est tout le défi. Si à la fin de tout ce processus, Joe Biden gagne, est-ce qu'il y a un risque d'avoir un président américain affaibli presque par défaut pour des millions d'Américains? Non, parce que dans le passé, le président élu de la plus grande puissance mondiale était respecté comme tel, y compris dans son propre pays. C'est vrai que les États-Unis subissent aujourd'hui une crise interne, peut-être de confiance, des fractures réelles qui se manifestent par la répartition des votes, mais il n'empêche que les États-Unis resteront la première puissance du monde, resteront un partenaire essentiel pour l'Europe, pour la France. Vous n'avez pas de crainte, monsieur le ministre, pour renforcer la relation transatlantique dans cette nouvelle donne. Mais vous n'avez pas de crainte pour un risque d'avoir une démocratie entachée malgré tout? Je pense que la responsabilité des acteurs américains sera d'éviter cette dérive et je pense qu'ils seront au rendez-vous. En tout cas, je l'espère. Au moment où l'on parle, il y a un net avantage pour Joe Biden. Évidemment, la prudence reste de mise, mais c'est une nouvelle qui envoie un signal positif pour vous? Nous n'avons pas à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Le choix d'un président revient aux Américains. Il faudra ensuite que nous travaillions avec la personnalité élue et avec le nouveau gouvernement américain, quoi qu'il arrive. De la même manière? Mais la différence majeure, c'est que depuis 4 ans, il y a eu une évolution. On ne reviendra pas au statu quo ante. On ne reviendra pas à une espèce de bon vieux temps de la relation transatlantique. Le monde a bougé depuis 4 ans. Et ce qui a bougé aussi, c'est le fait que l'Europe a affirmé sa souveraineté depuis 4 ans. Elle a affirmé sa souveraineté dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la défense, dans le domaine de son autonomie Monsieur stratégique. le ministre, certains disent que c'est un vœu pieux, qu'il faut encore ce sursaut. C'est une réalité. Il y a, depuis 4 ans, l'Europe s'est dotée d'un fonds européen de défense. Depuis 4 ans, l'Europe s'est dotée d'une relation de défense beaucoup plus forte. Depuis 4 ans, l'Europe a affirmé sa volonté de faire en sorte qu'elle ait sur son propre territoire des champions économiques. Depuis 4 ans, l'Europe a manifesté sa volonté d'avoir une régulation numérique qui lui permette d'avoir de l'autonomie. Depuis 4 ans, l'Europe est sortie de sa naïveté, elle commence à s'affirmer comme puissance. Ce n'est pas c'est un message, quel que soit le président. C'est une réalité, ce sont les deux, il y a encore beaucoup de travail. Mais ce n'est pas contre la relation transatlantique. Au contraire, il nous faudra reconstruire désormais une nouvelle relation transatlantique, qui soit un nouveau partenariat. Nous avons, avec les États-Unis, une longue histoire, des valeurs communes, des victoires communes, des combats communs. Il faut les poursuivre, même si nous avons eu depuis
depuis 4 ans des différentiels, des divergences majeures. Ça n'empêche que dans la lutte contre le terrorisme, nous sommes ensemble. Ça n'empêche que Bien sur sûr, l'état de droit, nous sommes ensemble. Donc c'est cette nouvelle donne qui va s'ouvrir aujourd'hui, quel que soit le président On a bien qui compris. sera élu. Quel que soit le président, monsieur Jean-Yves Le Drian, j'insiste encore une fois quand même sur l'état actuel du scrutin avec une contestation de Donald Trump. Imaginons un recomptage déjà dans un premier état. S'il y a un chaos américain, personne ne le souhaite, mais quelles conséquences pour nous Européens? Il y a déjà eu des recomptages dans le passé. Je rappelle que dans des élections moins tendues, il avait fallu attendre plusieurs dizaines de jours pour avoir les résultats définitifs. Donc moi je fais confiance aux institutions américaines pour valider le résultat. Vous restez donc confiant ce matin malgré tout? Oui, tout à fait. On va rester en Europe, monsieur le ministre, et en France avec le défi du terrorisme islamiste. Vous étiez déjà, Jean-Yves Le Drian, au cœur de la gestion des attentats en 2015. Est-ce que la menace aujourd'hui a déjà été aussi élevée dans notre pays aujourd'hui? La menace est grave, la menace est forte. Il y a des acteurs qui veulent remettre en cause nos fondamentaux. C'est nous qui sommes attaqués, nous, notre modèle, le modèle français, le modèle européen. La menace est grave partout en Europe et il faut s'en prémunir. J'ai connu les attentats de 2015. Il y a eu des évolutions depuis. En 2015, premiers attentats, il y avait 2 organisations terroristes structurées, organisées, qui s'appellent toujours Daesh ou Al-Qaïda. Les 2 organisations voulaient se doter d'un territoire, d'un califat, un territoire géré par la charia. C'était le cas de Daesh au Moyen-Orient, c'était le cas d'Al-Qaïda, en particulier dans le sud dans le sud sahélien. Et ils n'ont pas réussi, oui. Mais ils ont mené par ailleurs des attentats organisés, projetés sur le territoire national. Rappelez-vous, nous sommes près des anniversaires du Bataclan. Et puis, les tentatives de mise en œuvre de territoires réservés à l'islam radical ont échoué parce que mais pourtant, les Européens... L'attaque de Vienne, c'est une multi-attaque qui rappelle d'ailleurs le mode opératoire des attentats de 2015. Oui. Et même si ce territoire prétendu islamique n'y est plus, eh bien les attaques de ce type-là sont encore présentes. Ce que je voulais dire, c'est que Daesh et Al-Qaïda existent toujours. Ils n'ont plus de surface territoriale, mais ils existent toujours clandestinement, ils existent toujours par leur réseau, ils existent toujours par la diffusion de propagande, et ils viennent d'annoncer, il y a peu de jours, leur volonté, l'un et l'autre, séparément, ce sont parfois 2 organisations rivales, leur volonté de faire en sorte qu'on tape la France, qu'on tape l'Europe, et que le terrorisme se répande dans notre pays pour essayer de le disloquer, parce que ce qui est en cause, c'est notre modèle. Regardez, ce qui s'est passé il y a quelques jours dans les attentats qui ont lieu en France, ou les tentatives d'attentats. J'observe que ce qui est remis en cause, ce qui est ciblé, ce sont les symboles de ce que nous sommes. La liberté de la presse, la liberté religieuse et l'école, facteur d'émancipation. Oui, mais en conservant, bien sûr, ces valeurs et nos libertés. Monsieur le ministre, quelle réaction? Par exemple, après la décapitation de Samuel Paty par un Tchétchène et l'attaque de Nice par un Tunisien, une partie de l'opposition réclame un moratoire sur l'immigration. Est-ce que c'est tabou pour vous comme débat? Ceux qui disent ça oublient complètement que les victimes du terrorisme sont partout. Il y a eu du terrorisme en Tunisie, il y a eu du terrorisme au Maroc, il y a eu du terrorisme en Algérie, il y a eu du terrorisme partout. Donc cette menace des terroristes qui veulent remettre en cause un modèle de développement, des valeurs, elle est partout, et donc ce n'est pas lié à l'immigration. Mais pourquoi ne pas rétablir le contrôle systématique, par exemple, aux frontières ? Il y a aujourd'hui un contrôle aux frontières. Il n'est pas systématique. Il y a un contrôle aux frontières, sans doute insuffisamment mené, mais qui doit être renforcé. Mais je ne fais pas le lien entre l'immigration et le terrorisme. Le terrorisme est mondial, le terrorisme frappe partout, il frappe les musulmans comme d'autres citoyens. Et donc il faut combattre ce terrorisme globalement et surtout lutter contre les diffuseurs des messages de violence. Parce que la violence, les messages de haine qui sont diffusés sur les plateformes conduisent rapidement aux actions concrètes. Entre la haine virale et la violence réelle, il n'y a qu'un pas qui est assez rapidement franchi. Ce qui a changé depuis 2015, c'est en grande partie cela. Et vous étiez notamment en Algérie, en Tunisie, vous allez en Égypte et au Maroc. Qu'est-ce que vous leur dites à ces pays afin qu'ils récupèrent leurs ressortissants? Et là, on parle d'étrangers radicalisés encore sur le sol français. Sujet. Oui, mais quand même. Il est clair c'est la menace sur notre sol. Les étrangers en situation irrégulière et en situation de radicalisation
doivent être retournés dans leur pays d'origine, ça c'est clair. C'est Sauf ce que nous que disons. les pays ne les acceptent pas. Ce n'est pas toujours le cas et ils sont conscients, nos interlocuteurs, que cette menace-là les touche aussi. C'est le message que nous avons transmis aux Tunisiens, que nous allons transmettre aux Marocains, aux Algériens et à d'autres, pour que tous ces individus radicalisés et en situation irrégulière puissent retourner dans leur pays d'origine et faire l'objet des poursuites judiciaires indispensables. Vous faites passer le message, mais également le président Emmanuel Macron, c'est une information européenne ce matin, qui a appelé directement, notamment le président tunisien, qui va continuer à appeler les dirigeants des pays du Maghreb. Je vois que vous le confirmez par un hochement de tête. Mais, monsieur le ministre, quel moyen de pression? Que leur dit le président? Nous avons des dialogues, je crois, assez francs avec nos partenaires pour leur faire prendre conscience de cette réalité qu'ils connaissent bien, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, et faire en sorte que ce combat contre le terrorisme soit partagé par tous. Mais comment? Qu'est-ce qui empêche la France, très concrètement, de suspendre les visas et ou les aides pour les pays qui ne coopèrent pas? Je vous dis que je sépare totalement la migration du terrorisme, parce que le terrorisme est partout, et des pays qui sont des pays de départ de migration sont aussi victimes du terrorisme. Ce qu'il faut, c'est effectivement réguler les flux, faire en sorte que le droit d'asile soit respecté et qu'il ne soit pas embourbé par des contrôles insuffisants sur les migrations irrégulières. C'est l'objectif de la visite du président aujourd'hui sur la frontière espagnole. Monsieur le ministre, la France est confrontée à une campagne de haine dans différents pays musulmans. Est-ce qu'il y a une responsabilité indirecte d'Erdogan dans les attaques terroristes sur notre sol? Dans les relations avec la Turquie, nous avons des divergences profondes depuis plusieurs années, mais qui nécessitent de la part des autorités turques des clarifications, surtout quand il s'agit d'un allié, puisque je rappelle que la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique. Un allié ? Un allié, puisque la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique. Oui, ça c'est une réalité, mais c'est un allié aujourd'hui ? C'est la raison. Non, je dis que c'est un allié parce qu'il est membre de l'Alliance Atlantique. Oui, mais est-ce que c'est un allié dans les faits, entre monsieur alliés, le ministre ? il y a des clarifications qu'il faut faire. Et les clarifications, doivent avoir lieu au niveau de l'action agressive de la Turquie dans l'environnement européen, que ce soit en Libye, en Méditerranée orientale, dans le Haut-Karabakh ou même dans le nord Irak. C'est indispensable que cette clarification ait lieu, mais il y a eu une nouveauté. Laquelle ? Depuis quelques jours, nous avons changé de nature dans les discours du président Erdogan à notre égard et à l'égard de l'Europe. Parce qu'il y a maintenant des déclarations de violence, voire de haine, qui sont régulièrement affichés par le président Erdogan, qui sont inacceptables. Et donc, comment on réagit ? Dans cette perspective-là, c'est pas d'ailleurs uniquement la France qui est visée, puisqu'il y a une solidarité totalement européenne sur le sujet, y compris à l'égard du président de la République. Nous voulons très, très fermement que la Turquie renonce à cette logique-là. Et si d'aventure ce n'était pas le cas, le Conseil européen, c'est-à-dire ce conseil qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 membres de l'Union européenne, a décidé qu'à sa réunion de décembre, il prendrait les mesures nécessaires à l'encontre des autorités turques. Donc il importe. C'est-à-dire, quelles mesures nécessaires ? Monsieur le ministre, on parle d'un pays qui tient les djihadistes à la frontière syrienne. On parle d'un pays sur lequel on n'a pas de moyens de pression pour le moment. Il y a des moyens de pression, il y a un agenda de sanctions possibles. Il importe maintenant aux Turcs de prendre les mesures nécessaires pour éviter cette dérive. Monsieur le ministre, pour conclure, on a évoqué aujourd'hui une instabilité dans le monde entier. Il y a la situation d'incertitude américaine, la pandémie que nous connaissons, le risque terroriste. Quelle perspective dans un tel monde pour conclure ? Vous avez raison, nous sommes dans une situation de grande brutalisation des rapports mondiaux, une grande période d'épreuve pour notre pays. Dans ces cas-là, il y a, à mon avis, 3 orientations à prendre ensemble. La détermination, d'abord, la fermeté. Le calme, indispensable. Et puis se serrer les coudes. Nous sommes devant une épreuve qui nous concerne tous et la France doit se retrouver pour l'affronter. Merci monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian d'avoir accordé votre première réaction aujourd'hui sur Europe 1.